Imaginons un instant, juste un instant, qu'on se promène au bord d'une rivière, tranquille. Ouais, une balade normale, quoi. Exactement. Et là, paf, on trébuche sur un caillou. Un banal caillou jaune. On le ramasse, on le regarde. C'est lourd. Très lourd même. Mais surtout, c'est super mou. À l'état pur, c'est une matière complètement malléable. C'est ça. Et du coup, d'un point de vue purement pratique, pour un humain préhistorique par exemple, ça sert rigoureusement à rien. C'est clair. Si on essaie d'en faire une épée pour se défendre face à un prédateur, la lame va se plier en deux au premier coup. Et si on veut s'en servir comme outil pour l'agriculture, genre une charrue, le truc va juste s'écraser sous son propre poids. Donc, la logique voudrait qu'on jette ce caillou par-dessus son épaule et qu'on passe à autre chose. Logiquement, oui. L'instinct de survie nous pousse vers ce qui est utile. Le feu, la roue, le fer. Des trucs qui servent, concrètement. Sauf que, et c'est là que ça devient complètement fou, pour ce métal précis, pour ce petit caillou jaune inutile, l'humanité a littéralement pété les plombs. On a déclenché des guerres, rasé des civilisations, traversé des océans déchaînés. On a bâti et détruit les plus grands empires de l'histoire pour ça. C'est d'une irrationalité totale quand on y pense. Et c'est exactement cette folie, ce mystère absolu qu'on a décortiqué aujourd'hui. On plonge dans un livre fascinant, L'histoire de l'or de René Sédillo. Et je préviens tout de suite ceux qui nous écoutent, c'est pas du tout un manuel d'économie ennuyeux. Ah non, pas du tout. Il n'y a pas de graphique compliqué ou de jargon financier incompréhensible ici. C'est vraiment le roman d'une obsession humaine qui dure depuis au moins 7000 ans. Le but de notre exploration aujourd'hui, c'est de comprendre la mécanique psychologique derrière tout ça. Comment un truc inutile est devenu la mesure de la richesse, du pouvoir et même du divin. Et le vrai enjeu de cette discussion, en fait, c'est de voir l'or comme un miroir. C'est une clé pour décoder la nature humaine. Parce que nos peurs, notre angoisse de la mort, notre besoin de sécurité, tout ça se reflète dans l'éclat de ce métal. Absolument. Alors, avant de parler de la folie des hommes, je te propose de commencer par la physique pure, parce que le livre explique bien que les propriétés de l'or sont objectivement hallucinantes. Sur le plan chimique et physique, c'est un alien. Prenons juste sa ductilité, donc sa capacité à s'étirer sans se casser. Ouais, l'auteur donne un exemple qui m'a retourné le cerveau. Il dit qu'avec une seule once d'or, donc un peu plus de 31 grammes, disons le poids d'une grosse fraise, on peut étirer un fil continu sur quelle distance à ton avis? C'est 90 km, non? C'est ça, 90 km. Avec une fraise en métal, tu relis Paris à Orléans sans que le fil ne casse. C'est dingue! Tu peux l'aplatir, en faire des feuilles tellement fines qu'elles deviennent translucides. Et la cohésion moléculaire tient toujours le coup. Mais en fait, c'est même pas ça sa caractéristique la plus folle. C'est son inaltérabilité. Le fait qu'il ne bouge jamais. Exactement, zéro oxydation. Et le livre raconte l'histoire de ce chercheur de trésors, Kip Wagner, dans les années 60. Ah oui, l'histoire en Floride avec les galions espagnols. Voilà, le mec remonte des coffres qui ont passé 250 ans au fond de l'océan Atlantique. Tu imagines Ouais. le sel, les courants, le sable, la pression. Tout est censé être détruit. Et quand ils ouvrent les caisses, Les pièces d'or brillaient exactement comme le jour elles ont été frappées des siècles plus tôt. Pas une tache de rouille, rien. franchement, c'est impressionnant. Mais du coup, j'ai une question. D'accord, c'est résistant, mais pourquoi le fait de ne pas rouiller pousse des humains à s'entretuer? En quoi ça génère de la valeur au juste? Pour comprendre, il faut faire un petit effort d'imagination et se mettre dans la tête d'un être humain de la préhistoire ou de l'Antiquité. D'accord, je visualise. À cette époque, l'environnement direct, c'est la dégradation permanente. La viande pourrit très vite, le bois moisit avec la pluie, le fer finit mangé par la rouille, et bien sûr, les corps vieillissent, tombent malades et meurent. C'est vrai, tout est soumis à la mort et à la putréfaction. Tout. La nature entière est un cycle de mort. Et soudain, au milieu d'une rivière, ce mec trouve une petite pépite qui accroche la lumière. Il la ramasse, il l'enterre, il revient 10 ans plus tard, elle n'a pas changé d'un millimètre. Toujours aussi brillante. Pareil, il la jette dans le feu, elle fond, elle devient liquide, mais elle ne brûle pas. Et quand elle refroidit, elle redevient pure. Pour un esprit primitif, c'est pas de la chimie, ça. C'est un miracle pur et simple. Voilà, c'est la seule chose sur Terre qui semble exempte de mort. L'or, c'est l'immortalité matérialisée. Ra. La chair d'un dieu. Rien que ça. Ouais, donc le pharaon, s'il voulait s'assurer une bonne transition vers la vie éternelle après sa mort, il devait s'entourer de cette matière divine. Son sarcophage, ses masques, tout devait être en or. Ce qui tord le cou à une idée reçue super tenace, en fait.
Moi, j'ai toujours appris à l'école que la monnaie avait été inventée pour des raisons pratiques, genre pour simplifier le troc. Le fameux mythe du troc. J'ai 3 poules, tu as des chaussures, c'est galère à échanger, donc on invente la pièce d'or. Exactement. Et le livre montre que c'est totalement faux. C'est vraiment un des passages qui m'a le plus retourné. La valeur de l'or, et donc la base de toute la finance mondiale aujourd'hui, reposerait au départ sur une pure superstition religieuse. Ah mais 100%, c'est du fétichisme pur. L'or a été une parure sacrée pendant des millénaires avant que quelqu'un ait l'idée d'acheter un bout de pain avec. Il y a ce rituel incroyable décrit par Cedillo chez les Chibchas, un peuple précolombien. Ah oui, dans l'actuelle Colombie, le rituel d'investiture de leur nouveau roi. Franchement, la scène est digne d'un film. Il prenait le futur souverain, il l'enduisait de la tête aux pieds avec une espèce de sève collante, et ensuite, Il soufflait de la poudre d'or sur lui. voilà, le mec devenait une statue d'or vivante. Et ensuite, il montait sur un radeau sur le lac sacré de Guatavita, et il jetait de trésors inestimables dans l'eau. Pour eux, l'or n'avait absolument aucune fonction économique. Zéro. On ne payait pas d'impôts avec ça, on n'achetait pas d'armes. C'était uniquement un canal de communication directe avec les dieux. Et c'est de là que vient la légende de l'Eldorado, d'ailleurs. Eldorado, littéralement l'homme doré. Exactement. L'Eldorado n'était pas une ville à l'origine, c'était ce roi couvert de poudre. Mais du coup, la logique humaine est géniale. Puisque l'or incarne l'immortalité divine et que l'humain est complètement terrifié par sa propre mort, l'étape suivante était évidente. Il fallait s'en approprier les pouvoirs. Ben oui, s'il existe un truc qui ne meurt jamais, il faut trouver un moyen de l'avaler ou encore mieux d'apprendre à en fabriquer soi-même dans son coin. Et c'est là qu'on plonge dans le grand délire de l'alchimie. La fameuse quête de la pierre philosophale. Parce qu'à l'époque, les érudits avaient une vision très organique des métaux. Ils pensaient que l'or poussait sous la terre, un peu comme des carottes ou des pommes de terre. Attends, il croyait que ça poussait? En gros, oui, ils pensaient que le plomb, c'était juste de l'or qui n'était pas encore mûr, un or malade ou trop jeune. Donc le but de l'alchimiste, c'était de trouver la substance, la pierre philosophale, capable d'accélérer cette maturation. C'est fou. Mais tu sais à quoi ça m'a fait penser en lisant tous ces trucs sur Nicolas Flamel, enfermé dans son labo au Moyen-Âge avec ses fioles et ses fumées bizarres. Vas-y, dis-moi. Ça m'a fait penser aux milliardaires de la Silicon Valley aujourd'hui. Ah, les mecs de la tech qui veulent tuer la mort. Mais tellement. Aujourd'hui, tu as des manias de la technologie qui investissent des milliards dans des startups de biotechnologie pour inverser le vieillissement, pour télécharger leur cerveau sur des serveurs. Le labo a changé. On est passé des parchemins aux algorithmes. Mais l'obsession reste exactement la même. Tromper la faucheuse. L'analogie est super juste. L'humain ne change pas, et à l'époque, cette volonté d'assimiler l'éternité allait très très loin. Tu as parlé de l'avaler, mais c'était une vraie pratique médicale, la chrysothérapie. La médecine par l'or. Molière adorait se moquer de ça. Oui, au XVIe siècle, des mecs très sérieux comme le médecin Paracels avaient une théorie qui semblait hyper logique à l'époque. En gros, le soleil, c'est le centre et le moteur de l'univers. Or, le cœur, c'est le soleil du corps humain. Ok, la métaphore poétique. Et puisque l'or est l'équivalent matériel du soleil, la conclusion est simple. Si tu as des problèmes cardiaques ou que tu veux vivre vieux, il faut boire de l'or liquide, de l'or potable. Et j'imagine que les médecins s'en mettaient plein les poches en vendant des potions dorées hors de prix à des nobles qui voulaient rajeunir. Totalement, c'est un vrai business. Mais l'auteur souligne un truc fascinant là-dedans. Même si c'était une chimère absolue, cette obsession a eu des conséquences super pragmatiques. C'est le paradoxe de l'histoire des sciences. À force de chercher n'importe quoi, on trouve de vrais trucs. C'est ça, les alchimistes n'ont jamais réussi à transformer le plomb en or. Mais à force de s'acharner, ils ont dû innover. Ils ont inventé des fours capables de monter à des températures incroyables. Et les alambics aussi? La distillation? Oui, et surtout, ils cherchaient tellement à comprendre l'indestructible qu'ils ont fini par trouver comment le détruire. Ils ont inventé l'eau régale. C'est le mélange d'acide, c'est ça? Oui, acide nitrique et acide chlorhydrique. C'est ultra corrosif. Encore aujourd'hui, c'est un des seuls liquides sur Terre capables de dissoudre l'or pur. Donc, sans le vouloir, ces espèces de magiciens fous ont posé toutes les bases de la chimie moderne. C'est quand même beau. Sauf que, et là l'histoire prend un tournant beaucoup plus sombre, au bout d'un moment, les rois d'Europe finissent par comprendre que fabriquer de l'or en laboratoire, ça marchera jamais, et quand on veut un truc à tout prix, et qu'on ne peut pas le fabriquer. On va le piquer à ceux qui en ont? Et bam, la quête mystique se transforme en moteur géopolitique sanglant. Les grandes découvertes maritimes, c'est pas juste des gentils explorateurs qui voulaient cartographier le monde ou trouver du poivre. Ah non, c'est l'appât du gain à l'état pur.
Le cas de Christophe Colomb est hyper parlant là-dessus. Grave. Cédillo a exhumé les écrits personnels de Colomb. Et c'est faux. Le mec ne cherchait pas juste les Indes. Il était obsédé par la Bible. Il cherchait Ophir. Le fameux royaume mythique où le roi Salomon allait chercher son or. Exactement. Et la couronne d'Espagne, qui finançait les bateaux, elle ne s'en cachait même pas. Les ordres donnés aux conquistadors, c'était littéralement ramener de l'or. Si possible en restant humain, mais quoi qu'il arrive, ramenez-en. Cette soif a signé l'arrêt de mort des empires d'Amérique du Sud. Pour les Aztèques ou les Incas, l'or c'était joli, c'était spirituel, il y en avait plein, mais ça n'avait pas de valeur suprême sur un marché. Le choc des cultures a dû être hallucinant. Dévastateur. Des œuvres d'art qui avaient des milliers d'années, des calendriers solaires géants sculptés dans l'or, tout a été arraché à la hâte, fracassé à coups de marteau. Tout ça pour en faire des lingots moches et anonymes pour remplir les cales des galions vers Séville. C'est tragique. Mais d'un point de vue économique, c'est là qu'on arrive à un mécanisme que je trouve fascinant. Et franchement contre-intuitif. Ah, la ruine de l'Espagne. Ouais, là, faut vraiment que tu m'expliques. Parce que la première fois que j'ai lu ça, j'ai bugué. Vas-y, qu'est-ce qui coince? Mathématiquement, l'Espagne vient de mettre la main sur les plus grandes réserves d'or du monde. Ils ont des milliers de tonnes qui arrivent par bateau entier. En toute logique, le pays devrait devenir la superpuissance mondiale intouchable pour les 5 prochains siècles. Si t'as tout l'or du monde, tu rachètes la planète, non? Sauf que le livre nous dit que cet afflux d'or a ruiné le pays. Comment être trop riche peut te ruiner? Bienvenue dans le monde merveilleux de l'inflation. Le XVIe siècle espagnol, c'est le cas d'école parfait. Imagine une partie de Monopoly. Ok, j'aime bien de Monopoly. Au début, chaque joueur a, disons, 1500 billets. Les prix des terrains sont fixes, tout est équilibré. Maintenant, imagine qu'au lieu de 1500, on décide que tout le monde commence avec 10 millions de billets. Ah, tout le monde est riche. Millions de billets qui circulent. Ah ouais, d'accord. L'or qui arrivait d'Amérique, c'était les billets en trop. Exactement. Les bateaux déversaient des montagnes d'or dans les ports espagnols. Les mecs qui recevaient ça se mettaient à dépenser n'importe comment. Sauf qu'en Espagne, on produisait pas plus de blé, on fabriquait pas plus de chaussures ou de bateaux. Donc t'avais une masse monétaire géante qui courait après une quantité de biens qui, elle, n'avait pas bougé. C'est la définition même de l'inflation. Les prix se sont envolés. En quelques décennies, le prix d'un simple bout de pain ou d'une paire de bottes a été multiplié par un facteur délirant. Cédillo raconte que des trucs banals coûtaient plus cher qu'un cheval quelques années avant. Mais concrètement, dans la vraie vie, qui a fait faillite? Parce que l'or, il était bien quelque part. Les premières victimes, ça a été la noblesse. Les rentiers, ceux qui vivaient des revenus de leurs terres. Le paysan leur donnait une pièce d'or par mois, par exemple. Sauf que cette pièce, du jour au lendemain, elle ne valait plus rien sur le marché de la viande ou du textile. Et à l'inverse, ceux qui fabriquaient des choses. Les marchands, les artisans, les banquiers, eux, ils pouvaient augmenter leur prix en temps réel. Ils se sont gavés. Ça a provoqué un transfert de richesse gigantesque qui a redessiné l'Europe entière. L'Espagne s'effondre sous le poids de sa fausse richesse. Voilà. Et les pays du Nord, les marchands flamands ou allemands, eux, utilisaient cette nouvelle dynamique pour s'enrichir. Ça a même favorisé l'essor de la réforme protestante, qui valorisait beaucoup plus le travail, l'entreprise, plutôt que la rente. En fait, l'or des Aztèques a financé l'émergence de l'Europe marchande moderne. C'est le fameux effet papillon. Et pour essayer de calmer un peu ce chaos monétaire, au XIXe siècle, les États ont inventé le système de l'étalon or. Oui, on arrête de se balader avec des bourses pleines de pièces lourdes et on passe au papier-monnaie. Mais un papier qui était garanti. Le gouvernement ne pouvait imprimer un billet que s'il avait l'équivalent en or physique bien au chaud dans ses coffres. Le billet, c'était juste un ticket de vestiaire, en gros. L'idée, c'était d'imposer une discipline de fer. Sauf que ça a eu un coût humain terrifiant. Parce qu'au 19e, on est en pleine révolution industrielle. L'économie mondiale grandit à une vitesse folle. Et donc, pour accompagner cette croissance, il faut imprimer plus de billets. Mais pour imprimer plus de billets, il faut trouver plus d'or à mettre dans les coffres. C'est ça. D'où les grandes ruées vers l'or. La Californie, le Klondike, dans le Grand Nord, l'Afrique du Sud. C'était des scènes d'hystérie collective. Des mecs qui lâchent tout. Des avocats, des médecins de la côte Est qui abandonnent leur famille pour aller patauger dans la boue glacée. Le livre décrit des villes entières faites de tentes qui poussent en 3 semaines au milieu de nulle part, avec des épidémies de choléra, le scorbut. Tout ça pour filtrer du sable 12 heures par jour avec les mains en sang, en espérant trouver 3 paillettes jaunes. C'est un effort surhumain pour nourrir un système. Et ça nous amène directement à la grande rupture, au paradoxe du XXe siècle. En 1971, le moment où les États-Unis décident de couper officiellement le lien entre le dollar et l'or. Parce que les guerres mondiales, la guerre froide, tout ça coûtait trop cher, et l'étalon or les empêchait d'imprimer l'argent magique dont ils avaient besoin. Exactement.
Et depuis, toute notre monnaie moderne, ce qu'on appelle la monnaie fiat, elle ne repose sur rien de physique. Elle repose uniquement sur la confiance qu'on a dans l'État qui imprime les billets. Keynes, le célèbre économiste, avait même dit que l'or était devenu une relique barbare. Logiquement, avec nos cartes de crédit, nos virements instantanés et nos banques centrales ultra puissantes, s'accrocher à un caillou jaune, c'est complètement archaïque. L'or aurait dû perdre toute sa valeur. Sauf que, on l'a vu depuis le début, le cerveau humain ne fonctionne pas comme une feuille Excel. L'or n'a pas du tout disparu. Au contraire. Les gouvernements sont les premiers à en être complètement parano. Il n'y a qu'à voir Fort Knox aux États-Unis avec une sécurité militaire digne d'un James Bond. D'ailleurs, CDO donne une stat pour nous aider à visualiser tout cet or. Elle m'a fait bugger. Ah, le volume total? Ouais. Si on prenait absolument tout l'or qui a été extrait par l'humanité depuis la préhistoire, les trésors d'Égypte, les galions, les pépites du Klondike, tout, ça fait environ 100 000 tonnes. Ça paraît énorme comme ça. Mais si tu fonds tout ça pour en faire un seul cube géant, Le cube ferait combien? 18 mètres de côté. C'est tout. 18 mètres? Ouais. Mais c'est minuscule. C'est l'équivalent d'un immeuble haussmannien de 6 étages. Toute la richesse historique de notre planète tient sur un terrain de tennis. C'est fou. Et la moitié de ce tout petit cube est caché profondément sous terre, dans les bunkers des banques centrales. Il reste, c'est les bijoux, l'industrie et... Les particuliers. Et c'est là que j'ai une question très terre-à-terre. Surtout en France, on sait qu'il y a plein de gens qui gardent des pièces ou des lingots sous le matelas ou dans un coffre. Financièrement parlant, c'est nul, non? Un lingot, ça ne verse pas de dividendes. Ça ne produit aucun intérêt à la fin de l'année, contrairement à des actions en bourse ou à l'immobilier. Pire, ça te coûte de l'argent pour louer le coffre à la banque. Alors pourquoi s'encombrer avec ça aujourd'hui? Parce que la finance pure oublie la psychologie. Quand quelqu'un achète de l'or aujourd'hui, il ne cherche pas un investissement pour faire du profit. Il achète une assurance, une protection contre la bêtise des États. C'est-à-dire, l'histoire récente est pleine de pays qui ont abusé de la planche à billets. Des hyperinflations où les économies de toute une vie en monnaie papier s'évaporent en quelques jours. Tu as besoin d'une brouette de billets pour acheter 1 kilo de farine. Et dans ces moments-là, les gens réalisent que leur compte en banque, c'est juste une ligne de code, une promesse politique. Et les États finissent très souvent par trahir ces promesses. L'or, lui, n'a pas de président. Il n'a pas de ministre de l'économie qui peut décider d'en imprimer 1 milliard de tonnes un mardi matin parce qu'il y a un trou dans le budget. C'est l'anti-inflation absolue. Exactement. Face à l'incompétence potentielle des institutions, le cerveau rejette l'abstraction numérique et retourne à son instinct primitif. Le caillou rassure parce qu'il a survécu à la chute de Rome, à la ruine de l'Espagne, aux 2 guerres mondiales. Il s'en fout des faillites. Finalement, le gros enseignement de ce livre, c'est de comprendre que l'économie n'est pas une science dure. On croit que c'est géré par des mathématiques infaillibles, mais c'est hyper subjectif. La valeur, ça n'existe pas dans la nature. Ça n'existe que dans nos têtes. C'est une hallucination collective. C'est ça. Mais à partir du moment où 8 milliards d'humains décident de croire à la même hallucination, ça devient la force la plus destructrice et la plus réelle du monde. D'ailleurs, pour bien ressentir l'absurdité de tout ça, j'adore cette petite expérience de pensée. Imagine qu'une civilisation extraterrestre très avancée nous observe depuis l'espace aujourd'hui. Ok, le documentaire animalier version spatiale. Il verrait quoi? Il verrait des petits primates évolués qui construisent des machines incroyables pour creuser des trous béants à plusieurs kilomètres de profondeur en Afrique du Sud ou ailleurs. Des milliers d'humains qui suent, qui meurent dans la poussière pour arracher quelques miettes d'un métal lourd à la roche. Ensuite, on fond tout ça en lingots. Ouais, on le met dans des camions blindés hyper sécurisés, on le fait voler au-dessus des océans. Pour l'amener à New York ou à Londres. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On l'enterre à nouveau à 30 mètres sous terre. Dans des coffres aveugles, gardés par des mecs armés jusqu'aux dents. Donc du point de vue de l'extraterrestre, l'humanité passe son temps à sortir un caillot d'un trou noir profond pour s'épuiser à le cacher dans un autre trou noir profond. Franchement, vu comme ça, on a l'air de débiles profonds. Tu m'étonnes. L'alien, il se dirait sûrement qu'on n'est pas du tout une civilisation rationnelle axée sur la logique économique. Il se dirait qu'on est toujours une tribu primitive de l'âge de bronze qui s'épuise à honorer secrètement le dieu soleil dans des temples souterrains. C'est clair. Ça remet un bon coup de pression sur notre fameuse rationalité moderne. Et en fait, ça ouvre une réflexion super intéressante pour clore cette discussion. Si on accepte que l'or, qui est au moins un objet physique palpable, ne tient sa valeur que d'une croyance psychologique millénaire... Eh bien, qu'est-ce qu'on est en train d'inventer aujourd'hui? C'est ça la question. Quelles sont les nouvelles formes d'or noir?
Quand tu regardes l'hystérie collective autour des crypto-monnaies qui ne sont littéralement que du vent, des lignes de code sur des serveurs qui consomment autant d'électricité qu'un pays entier, ou encore la guerre acharnée que se livrent les géants du web pour capter notre attention et nos données personnelles. Le fameux nouvel or noir des données. Exactement. On peut légitimement se demander, dans 1000 ans, quand nos descendants étudieront notre époque, sur quelles illusions abstraites est-ce qu'ils vont se pencher. Ils riront sûrement de notre naïveté avec nos bitcoins et nos likes, tout en s'épuisant eux-mêmes à courir après leur propre mirage d'éternité. En fin de compte, la fièvre ne disparaît jamais vraiment. Non, c'est clair, elle change juste de forme. Le support évolue, mais l'obsession reste. Eh bien, sur cette pensée un peu vertigineuse, je crois qu'on a fait un bon tour de la question. Cette plongée dans les coulisses de l'or était passionnante. Ça donne clairement envie de regarder ces bijoux ou ces cryptos d'un autre œil.